Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 3 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux jeunes gens que tout oppose et dont la passion entretenue enfreint tous les usages. Alors quand il est question de mariage, l'entourage est rapidement catastrophé. L'amour sera-t-il plus fort que les bonnes mœurs ? C'est un récit d'Armand Sylvestre intitulé « Une demande en mariage ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous propose ce soir un voyage auditif autour d'une rivière pour laisser aller stress et tracas. Je vous laisse quelques instants pour ajuster votre couverture et vous mettre à l'aise. On va commencer par prendre une grande inspiration, lente et profonde, et on laisse s'échapper toutes les tensions de la journée à l'expire. À présent, prenez quelques instants pour former dans votre esprit l'image d'une rivière. Nous sommes en fin d'après-midi, la température est agréable, vous êtes en pleine nature et vous décidez de vous arrêter près d'une rivière. Vous décidez de simplement vous laisser bercer par le doux son de l'eau qui serpente entre les pierres et suit son cours, tout en portant votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. Vous songez que l'eau d'une rivière va toujours dans le même sens, que jamais elle ne change de direction ou ne rebrousse chemin. Qu'elle traverse les rochers, les pierres, les obstacles de manière constante. Et que c'est un peu comme ça qu'il faut vivre la vie, en continuant d'avancer, en traversant les obstacles, les difficultés. Vous pouvez à présent, si vous le souhaitez, rassembler ce qui vous pèse, ce qui vous tracasse en ce moment, les émotions indésirables ou tout ce dont vous souhaitez vous séparer, vous détacher, et les placer dans un petit sac de toile. Puis les confier à la rivière qui se chargera de les emporter au loin et de les recycler. Pendant quelques instants, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur les mouvements qu'elle provoque à l'inspire et à l'expire.
Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre. Vos hanches. Vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Armand Sylvestre, une demande en mariage. Dans un quartier du beau Paris, mais non dans une des rues les plus passantes, la haute maison s'élevait, silencieuse tout le jour, avec ses persiennes constamment fermées d'où pendait quelquefois une fleur profanée, mystérieuse seulement pour les fillettes innocentes qui lui lançaient en passant un regard curieux, tandis qu'un sourire obscène s'échangeait sur le trottoir aux lèvres des badauds. N'en attendez pas de plus longues descriptions. J'ai résolu d'être inexorablement chaste dans le mélancolique récit d'une aventure singulière et qui me laissa un souvenir ému plein de poésie. J'ai beaucoup hésité à le conter, mais j'espère y parvenir cependant en laissant le décor dans une ombre absolue pour n'en chercher que la psychologie. Et comme cette histoire est absolument vraie,
j'espère qu'elle intéressera tous ceux qui, comme autrefois Christ, sont cléments aux plus misérables créatures. Encore une confession, et qui n'est pas la moins difficile. Nous étions 3 ou 4 compagnons de jeunesse qui passions là de longues et fréquentes heures, avec l'excuse de nos 20 ans et de cette griserie des sens qui fait oublier à cet âge non pas seulement les soucis de la morale, mais même les légitimes susceptibilités du dégoût. J'oserais donc réclamer pour nous l'indulgence des latins pour ce genre de faiblesse, et je rappellerai au sévère, après Plutarque, ce mot du vieux Caton à un adolescent qui, surpris au seuil d'un de ces hôtels de Vénus Mérétrix, rougissait devant lui. « Apprends, mon fils, que la honte n'est pas d'y entrer, mais de n'en savoir pas sortir. » Je ne veux parler d'ailleurs que d'un seul d'entre nous. Fernando, je ne vous dirai que son prénom, a laissé, bien que mort jeune dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu, une figure impérissablement debout. Je le revois encore tout pareil au beau portrait de Raphaël que possède notre Louvre. Front pensif, qu'encadrait une admirable chevelure blonde, avec des yeux bleus et toujours mouillés de rêverie, des traits d'une délicatesse presque féminine, et ce sceau de mortalité prochaine qui semble, si le proverbe antique est vrai, un mélancolique sourire des dieux. Originaire du fond de l'Espagne, il y avait perdu sa mère de la poitrine, et lui ressemblait avec l'insistance cruelle des fatalités. Venu à Paris pour étudier, il s'était passionné pour nos grands écrivains, et je dois dire qu'il n'est pas un de nos poètes qui le fût plus profondément que lui. J'ai précieusement gardé comme des reliques les vers éparses dans les longues lettres qu'il m'écrivait, vers français où se sentaient les hésitations d'un idiome étranger, mais plein cependant d'une saveur extraordinaire, vers d'amour, poignants comme des cris de tendresse. J'ai souvent rêvé de les publier pour dresser un monument timide à sa mémoire. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je crains qu'il faille, pour les bien goûter, l'avoir connu lui-même et approfondi sa sincérité. Pour unique parent à Paris, il avait un frère plus âgé que lui, ingénieur distingué, d'un tempérament beaucoup plus réfléchi, et qu'il l'aimait avec des protections passionnées, sans le comprendre cependant tout à fait, je crois. La tâche de ce mentor était d'ailleurs simple, les médecins lui ayant recommandé avant tout d'éviter toute contrariété réelle, toute émotion douloureuse surtout, à notre fragile ami. Et maintenant, comment cet être d'élite, cette créature faite d'admirable délicatesse et de sublimes besoins d'idéal, comment ce cœur de lévite, comment ce garçon, dont le cerveau était comme un magnifique jardin de lys, s'était-il fait le camarade de nos heures débauchées à nous, âmes de ribauds débordant d'adolescente sensualité? Plus simplement que vous ne le pouvez croire. C'est qu'il possédait, comme tous les vrais poètes, le secret de transformer tout ce qui heurtait ses yeux, portant en lui des paradis qu'il jetait sur ses guéhennes comme des manteaux de pourpre sur la boue des chemins, peuplant des divines images de sa pensée les repères étonnés de l'abjection et de l'infamie. C'est que ce qui était réalité pour nous, réalité affreuse mais inexorablement tentante, était rêve pour lui, rêve étoilé dans lequel il marchait enveloppé de lumière, invulnérable aux flétrissures dont nous nous soulions. C'est que nos parts étaient différentes dans le lot commun. Où nous cherchions la chair, il cherchait la beauté. Où nous trouvions le plaisir, il rencontrait l'amour. Était-elle autre que ses compagnes, celle qui lui devait donner cette humiliante joie? Vous le verrez plus loin. Comme impudeur, elle était toute pareille. Elle n'était ni plus ni moins souillée. C'était donc un indicible besoin d'aimer et non pas une sélection raisonnée ou même instinctive qui lui avait mis au cœur cette folie. Et puis, c'est que comme tout le reste, il la voyait autrement qu'elle n'était, avec des ailes d'ange blessé, fleurs poussées au fond d'un abîme, âme à relever par le généreux pouvoir des pardons. Le mal ne fut pas plutôt fait qu'il devint immense, car en sa qualité d'Espagnol, il était catholique fervent, et devait, en vertu de l'inflexible logique des passionnés, aboutir aux plus inconcevables projets. Il ne nous en dit rien, à nous,
plongé qu'il était dans d'ineffables délices, avec des abattements quelquefois cependant qui nous faisaient peur. Il était d'ailleurs beaucoup moins avec nous, et il y avait 15 jours au moins que nous ne l'avions vu quand Marcel, son plus cher ami et moi, nous reçûmes une lettre de son frère nous priant de le venir voir au plus tôt. Celui-ci était très ému quand il reçut notre visite, et sa voix tremblait quand il nous dit « Messieurs, vous savez ce que Fernando veut faire ?»« Non, monsieur, lui répondîmes-nous très sincèrement. »« Eh bien, il veut épouser cette... » Les larmes étouffèrent sa parole, et nous étions nous-mêmes atterrés. « Nous l'en empêcherons bien, nous écriâmes-nous en même temps, Marcel et moi. » Mais lui sur un ton de résignation qui faisait mal. « Non, vous ne l'en empêcherez pas, ni moi non plus. Ce serait risqué de le pousser à quelque résolution fatale à sa vie. Vous ne le voulez pas, et je n'en ai pas le droit. J'ai charge d'âme. Depuis hier qu'il m'a dit sa résolution, j'ai passé des heures épouvantables, mais mon parti est pris. C'est une chose affreuse, mais qui vaut mieux qu'un remords éternel. Il l'emmènera en Espagne, où nul ne la connaîtra, dans un pays où ses façons ne choqueront personne, parce que les mœurs françaises y sont mal connues. Elle portera son nom, le nom de notre Père. » Et le malheureux s'arrêta encore. Mais il reprit bientôt. « Je vous ai fait venir, messieurs, pour vous demander un singulier service. Vous connaissez cette personne, et vous devez comprendre que le courage me manque pour aller lui parler de cela. Il faut cependant savoir si elle consent à renoncer à la vie misérable qu'elle mène et quelles sont ses intentions une fois instruite du consentement que je donne à ce malheur. Veuillez vous rendre tous deux auprès d'elle et m'en instruire ensuite. » Nous fîmes un signe de tête, n'ayant pas la force de parler devant l'inattendu de cette proposition. « Au revoir, fit-il, et nous serrant fiévreusement la main, il rentra à pas précipités dans son cabinet de travail. Ainsi, nous étions chargés d'une demande en mariage en règle. Et où, grand Dieu, et à qui? Quand nous sonnâmes au lieu d'écrier, il pouvait être 3 heures. On nous introduisit dans un grand salon obscur et nous demandâmes celle à qui nous avions à parler. Un instant après, des pas légers dans l'escalier, elle apparut dans le déshabillé réglementaire, avec le sourire de rigueur sur les lèvres et la fausse gaieté commandée dans les yeux. Mais en nous apercevant, elle devint très pâle. « Vous venez de la part de Fernando ?» dit-elle, la gorge serrée par l'émotion. « Oui, mademoiselle, » lui répondîmes-nous en nous inclinant. Car tout ce que notre démarche pouvait avoir de grotesque ayant disparu pour nous dans l'extraordinaire gravité de ces résultats possibles, nous avions pris l'attitude correcte de parents délégués pour demander une main. Nous étions, Dieu me damne, tout de noir vêtus, avec des gants, ce qui était un comble en ce temps-là. « Alors, attendez-moi un instant, » fit-elle, et devenue grave elle-même, plus grave que nous, elle se retira vivement. Quand elle revint un quart d'heure après, elle était très décemment vêtue d'une robe noire et le fard avait disparu de son visage, dont l'expression avait absolument changé. Elle nous dit « Parlez ». Et s'asseyant, elle croisa ses 2 mains sur un de ses genoux, comme la Sappho de Pradier, impénétrable dans sa pensée, muette et comme abîmée dans d'obscures méditations. Et nous avions achevé de lui dire l'objet de notre mission, qu'elle demeurait dans la même attitude, toujours silencieuse, sans avoir trahi une seule impression de surprise ou de plaisir. Étonnés nous-mêmes, nous lui parlâmes alors de l'amour profond que Fernando avait pour elle, de tout ce qu'il avait souffert, de sa vie tout entière, vie si noble et si pure dont il lui confiait le fragile bonheur. Elle continua de nous écouter sans nous répondre, mais des larmes coulaient sur la soie de son corsage et jusque sur ses mains enlacées. Et comme nous avions épuisé le sujet inépuisable pourtant de la passion que notre malheureuse amie lui avait vouée,
et que muette toujours, elle n'avait pas même relevé les yeux vers nous. « Mais enfin, lui dis-je, vous savez qu'on craint qu'il n'attende à ses jours, tant il est anxieux et désespéré. Que devons-nous lui répondre ?» Alors elle se leva, nous regarda bien en face et laissa lentement tomber ces paroles de sa bouche. « Vous lui répondrez qu'il vaut mieux se tuer que d'épouser une femme comme moi. » Et simplement, mais d'un mouvement dont je n'oublierai jamais la grandeur tragique, elle nous salua et disparut, nous laissant sous une des émotions les plus vraies que nous ayons jamais ressenties. Car un moment, elle avait été plus chastement belle que toutes les madones. Une heure après, elle avait quitté la maison sans qu'on pût savoir où elle allait. Il y a quelques jours, Marcel et moi nous nous rappelions longuement cette aventure. « Qu'en penses-tu aujourd'hui » me demanda-t-il. « Je pense, lui répondis-je, que beaucoup sont morts pour des femmes qui ne valaient pas celle-là. » Bonne nuit. Bonne nuit.